Imaginez la scène, une porte d'embarquement bondée, l'air chargé d'impatience, le bourdonnement des valises qui roulent, le murmure des conversations de dernière minute et le crépitement des annonces lointaines. Un jeune homme de 17 ans, le cœur débordant de rêve, se tient au seuil de son avenir, prêt à embarquer pour un vol qui semble être la porte d'entrée vers tout ce pourquoi il a toujours travaillé. Mais en un instant, son excitation se transforme en terreur. Le métal froid et dur s'accroche à ses poignets. La lueur des menottes illumine les lumières assourdies de l'aéroport. Il est publiquement humilié, accusé sans preuve, traité comme un criminel par un agent d'embarquement dont le comportement glacial est aussi inflexible que l'acier qui l'entoure. Il clame son innocence, la voix brisée par l'incrédulité, mais personne ne l'écoute. Ils ne voient qu'un adolescent noir. Et ils imaginent le pire. Mais que se passe-t-il lorsque le garçon impuissant qu'ils emmènent se révèle être le fils de l'homme qui pourrait bien faire s'écrouler leur monde? Que se passe-t-il lorsque le karma n'est plus un concept abstrait, mais un raz-de-marée de jugement prêt à tout anéantir sur son passage? Vous êtes sur le point d'assister à une histoire d'injustice flagrante, à un coup du sort à couper le souffle et au karma le plus brutal et le plus percutant que vous ayez jamais vu. L'air de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta vibrait d'une énergie frénétique, une symphonie incessante de bagages roulants, de pas précipités et de voix en une douzaine de langues se répercutant dans les vastes halls. C'était le lieu des salutations et des adieux, des nouveaux départs et des fins paisibles. Et pour Jamal Harris, 17 ans, c'était la porte d'entrée vers un rêve qu'il avait poursuivi toute sa jeunesse. Il se tenait près de l'imposante baille vitrée du hall, sa silhouette élancée se découpant sur la lueur ardente du soleil couchant. Loin en contrebas, le personnel au sol, vêtu de gilets fluo, évoluait comme de minuscules fourmis autour de la masse rutilante d'un Boeing 777. Les yeux sombres de Jamal reflétaient la courbe argentée de l'ailette de l'avion à sa forme élégante, une merveille d'ingénierie. Du bout des doigts, il en traçait le contour sur la vitre, imaginant les forces invisibles de portance et de traînée qui l'emporteraient bientôt dans les airs. Il n'était pas un simple passager. C'était un pèlerin se tenant aux portes du temple de l'aviation. Il serrait sa carte d'embarquement dans sa main à un billet de première classe, impeccable symbole à la fois de privilège et de réussite. Il se rendait à un prestigieux programme d'été de 6 semaines au MIT, une plongée en profondeur dans l'ingénierie aérospatiale avant l'université, qu'il avait obtenue grâce à son talent et à son travail acharné. Ce n'était pas de la chance. C'était le fruit d'années de sacrifice. Embarquement imminent pour le vol 724 pour Boston, annonçaient les haut-parleurs du plafond d'une voix monocorde et désincarnée. Le cœur de Jamal palpitait. Boston. Ce mot lui semblait doux, une promesse murmurée de tout ce qu'il allait devenir. Il serra plus fort son billet ou son passeport pour l'avenir. Un siège en première classe, une place qu'il n'aurait jamais choisie lui-même, mais que son père avait insisté. Pour quelque chose d'aussi important, tu voyages avec style, mon fils, lui avait dit David Harris, les yeux brillants de fierté. Jamal sourit doucement à ce souvenir. Son père n'était pas seulement le PDG d'Assan Air, la compagnie aérienne dont le logo brillait sur le flanc de ce Boeing. C'était son héros. L'homme qui avait passé d'interminables samedis à construire des maquettes d'avions avec lui, qui l'avait emmené à tous les meetings aériens à proximité, qui lui avait appris qu'aucun plafond ne pouvait le retenir, sauf celui qu'il acceptait. Jamal ajusta la sangle de son sac à dos en cuir usé, précieux cadeau de sa défunte mère. À l'intérieur, entre un manuel de calcul et une pile de romans de science-fiction feuilletés, se trouvait son bien le plus précieux, un journal intime vintage relié en cuir. Ses pages regorgeaient de ses propres plans d'avion, croquis de fuselage, de systèmes de propulsion et équations griffonnées sur l'écoulement laminaire et la résistance à la traction de matériaux exotiques. Son téléphone a vibré. Un SMS. La piste est libre pour le décollage, champion. Rends-moi fier. Je t'aime. Les doigts de Jamal tremblaient tandis qu'il répondait « Merci, papa. Je n'aurais pas pu y arriver sans mon instructeur de vol en chef. Je t'aime aussi. » Un pincement de nostalgie lui serrait la poitrine. Son père lui manquait. Mais sous cette douleur palpitait une vague d'indépendance farouche. C'était son voyage désormais. Son heure était venue de voler de ses propres ailes. À l'approche de la porte 14, la foule se densifia. Il la traversa comme un courant invisible. Un jogging confortable, un simple sweat à capuche avec le logo de son école de robotique, rien chez lui ne criait « première classe ». Mais il n'avait jamais appris à juger un homme à ses vêtements ou à sa couleur. Ses parents lui avaient appris que le caractère était primordial.
Il remarqua l'agente d'embarquement, une femme glaciale avec une coupe blonde au carré sévère et un badge sur lequel était écrit « Karen ». Elle s'adressait sèchement à une famille désemparée qui se débattait avec ses bagages. Sa bouche était serrée, son regard pâle imprégné d'une vive impatience, ce qui rendit Jamal instinctivement poli. Il résolut de rester discret. Il n'était pas le fils de David Harris aujourd'hui. Il était juste Jamal, le garçon qui adorait les avions et rêvait d'en construire. Il s'installa dans un siège, mit ses écouteurs et laissa le monde s'évanouir tandis qu'il se plongeait dans un podcast sur le SR-71 Blackbird. L'espace d'un instant de bonheur, le chaos de l'aéroport devint un bruit de fond. Il était en sécurité. Il planait dans son esprit, imaginant des ailes de titane fendre la stratosphère. Il ignorait qu'il était à 2 doigts d'un cauchemar. L'appel de l'embarquement pour les passagers de première classe frappa l'air, le tirant de sa rêverie. Il se leva, un sourire aux lèvres, l'excitation le submergeant. Il était temps. Sac à dos en bandoulière, carte d'embarquement et carte d'identité soigneusement à la main, Jamal s'engagea dans la courte file d'attente. L'agente d'embarquement, Karen, désormais postée au pupitre, scanna le passeport de l'homme devant lui avec une efficacité mécanique. Puis ce fut le tour de Jamal. « Bonsoir », la salua-t-il avec la chaleur naturelle dont son père avait toujours fait preuve. Il lui tendit ses documents avec un sourire poli. Ses yeux bleus délavés passèrent de son visage au billet de première classe, puis de nouveau au billet. Un léger sillon se forma entre ses sourcils. Elle prit les documents, ses doigts froids contre les siens. Elle fixa le nom. La photo. Le fixa à nouveau. L'air s'épaissit autour d'eux. Les secondes s'écoulèrent. La file derrière lui se déplaçait sans cesse. « Il y a un problème ?» demanda Jamal d'une voix hésitante, son sourire s'effaçant. Elle ne répondit pas. Ses doigts claquèrent sur le clavier, ses lèvres pincées en une ligne fine et sinistre. Son regard se leva brusquement, tantôt perçant, tantôt méfiant. « Cette carte d'embarquement est pour la première classe, dit-elle enfin, d'un ton plat, teinté de quelque chose de cruel. « Oui, je sais, » répondit Jamal, la confusion palpable. « C'est ce que j'ai réservé. »« Tu as réservé » répéta-t-elle, plus fort, attirant les regards. « Un billet en première classe pour Boston ? C'est un vol très cher. » La chaleur monta dans le cou de Jamal. Son souffle se coupa. « Oui, madame. Je vais à un programme d'été. »« Un programme d'été » répéta-t-elle, la voix lourde d'incrédulité, les yeux plissés, comme s'ils étaient dangereux. Elle attrapa le téléphone sur son bureau, serrant toujours sa carte d'identité et son passe. Les mots qu'elle prononça ensuite le transperceraient comme une lame. « Oui. J'ai un problème ici, au E14. Un jeune homme noir avec un billet de première classe. On dirait une fraude. Frauduleux. Jeune. Noir. Mâle. » Les mots s'abattèrent sur Jamal comme une vague de froid. Le terminal autour de lui sembla se tordre et se déformer. Les visages se brouillèrent. Il sentit leur regard, leur jugement, leur suspicion, tout cela lui était offert, enveloppé dans l'accusation infondée et venimeuse de cette femme. « Madame, c'est mon billet » dit-il d'une voix tremblante, l'humiliation lui montant à la gorge comme une bile. « C'est mon père qui l'a acheté. Vous pouvez vérifier la carte David Harris. » Karen laissa échapper un rire sec et laid. « David Harris ? Tu crois que je vais me laisser avoir ? Je travaille chez A100R depuis 15 ans. Je connais les dirigeants. Et leur fils ne te ressemble pas. » Ces mots étaient des poignards. Le sous-entendu était sans équivoque. Son venin était clair. Tu n'appartiens pas à ce groupe. Tu ne peux pas être celui que tu prétends être. Tu es un imposteur. Avant même que Jamal puisse gérer la douleur de l'insulte, 2 policiers de l'aéroport sont arrivés, leurs expressions sombres, leur seule présence transformant le moment d'un malentendu inconfortable en quelque chose de bien plus sinistre, une enquête criminelle en cours. « C'est lui », annonça Karen, sa voix froide et autoritaire tandis qu'elle pointait un doigt parfaitement manucuré droit vers Jamal. « Je soupçonne que le billet a été acheté avec une carte de crédit volée. » Il s'énerve. « Je ne suis pas agité », protesta Jamal, sa voix tremblant de désespoir, s'élevant malgré lui. « Je suis faussement accusé. » Il tourna un regard suppliant vers les officiers, scrutant leur visage à la recherche d'une lueur d'équité, d'une trace de raison. « Veuillez simplement appeler le numéro associé à la réservation. C'est celui de mon père.
Il pourra tout régler. Mon fils, j'ai besoin que tu te calmes, répondit l'officier le plus âgé, sa main posée nonchalamment mais délibérément sur la crosse de son arme de poing. Son ton était chargé de condescendance, dédaigneux, comme si la décision avait déjà été prise bien avant que Jamal ne parle. Il ne voyait pas un adolescent effrayé, il voyait exactement ce que Karen voulait qu'il voie, une menace. J'ai le droit d'être bouleversé, insista Jamal, le cœur battant contre ses côtes, la voix brisée sous le poids de la panique. Elle m'accuse d'un crime en se basant uniquement sur mon apparence. Ça suffit, a rétorqué le deuxième officier en s'avançant sans hésitation. Mets tes mains derrière ton dos. L'ordre a frappé Jamal comme un coup physique. La panique, froide et aiguë, s'empara de tout son être. Quoi? Non, non, je n'ai rien fait de mal. Il fit un petit pas en arrière, instinctif, un réflexe né de la pure incrédulité et de la peur. C'était toute la justification dont ils avaient besoin. D'un mouvement brutal, ils l'ont saisi. Un officier lui a tiré les bras derrière le dos, l'autre l'a poussé en avant contre la surface dure du podium de l'agent d'embarquement, envoyant une pile de tracts soigneusement rangés voler sur le sol comme des confettis éparpillés. La joue de Jamal grattait douloureusement le plan de travail stratifié froid. Le cliquetis métallique aigu des menottes résonna dans le silence désormais haletant de la zone d'embarquement. Tous les yeux étaient braqués sur lui. En un instant, à la fois intense et angoissant, Jamal a tout vu, l'éclat suffisant et victorieux dans les yeux de Karen, les lueurs de pitié chez quelques passagers, la peur chez d'autres, mais surtout la froide indifférence sur les visages qui se détournaient déjà. Il a vu une mère serrer son enfant plus fort, la protégeant du soi-disant danger. Des larmes d'humiliation crues lui brûlaient les yeux, brouillant les visages autour de lui dans un tourbillon d'agonie et d'incrédulité. Il avait 17 ans. Un étudiant d'honneur. En route pour le MIT. Et le voilà, traité comme un vulgaire criminel, promené devant une centaine d'étrangers dont le jugement pesait sur lui comme des chaînes. Tout cela parce qu'une femme avec une rancune et du venin dans son cœur ne pouvait pas imaginer la vue d'un jeune homme noir en première classe. Tu fais une énorme erreur, s'étrangla-t-il, les mots ayant un goût de métal et de désespoir. Karen se pencha, son souffle serré, sa voix un murmure venimeux destiné à lui seul. La seule erreur, c'est que vous avez cru pouvoir vous en sortir. Bon vol pour la centrale de réservation. Elle se redressa, le sourire narquois courbant ses lèvres tandis qu'elle retournait à ses devoirs, satisfaite de son petit acte de cruauté, renforcé par le poids de l'autorité qui avait soutenu son mensonge. Elle croyait qu'elle avait gagné. Mais elle n'avait aucune idée que l'appel qu'elle avait refusé de passer allait être fait pour elle et l'homme qui y répondrait n'était pas n'importe quel père inquiet. Il était le roi de cet empire. Et elle venait d'essayer d'enchaîner son fils. La descente de Jamal avait été rapide et sauvage, mais pour Karen, la chute en disgrâce allait être plus longue et bien plus dévastatrice. Le silence stérile de la porte flottait dans l'air, chargé des conséquences de la confrontation. Jamal se tenait là, engourdi, la morsure froide des menottes en acier s'enfonçant dans ses poignets, chaque battement lui rappelant à quel point il était impuissant. Les officiers murmuraient entre eux, discutant de procédures, de transport des mots qui se dissolvaient en un bruit insignifiant à ses oreilles. Son esprit s'emballa, tourbillonnant d'incrédulité stupéfaite et d'une marée montante de fureur impuissante. Il manquait son vol. Il a raté le premier jour du programme dont il rêvait depuis des années. Le rêve se transformait en cauchemar, se déroulant à la vue de tous devant un public d'étrangers. Karen, quant à elle, s'était rétablie avec une facilité étonnante. Elle lissa son uniforme, son sourire narquois fermement remis en place, et s'adressa aux passagers de première classe qui attendaient avec un détachement exercé. Mes excuses pour le retard, mesdames et messieurs. Juste un petit problème de sécurité à régler. Nous reprendrons l'embarquement dans quelques instants. Elle était pratiquement radieuse après coup, ivre du pouvoir mesquin qu'elle croyait avoir légitimement exercé. Sa vision du monde avait été confirmée. Elle avait remis quelqu'un à sa place, et elle s'en délectait. Puis, tout a changé. Une nouvelle silhouette apparut, se déplaçant dans le hall avec un objectif calme et délibéré. La foule s'est écartée instinctivement, comme elle le fait quand quelque chose ou quelqu'un ne peut être ignoré. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui dégageait une autorité naturelle, le visage de l'homme était composé, sculpté dans la pierre calme, mais ses yeux étaient perçants, brûlants et inflexibles. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas crié. Il marchait simplement. Et à chaque pas mesuré, l'équilibre des pouvoirs commençait à changer.
Quelques agents de la porte d'embarquement à proximité l'ont reconnu en premier, leurs yeux se sont écarquillés, leurs postures se sont redressées. L'homme s'est approché des officiers avec une précision lente et s'est arrêté juste devant eux. « Je suis David Harris, dit-il, sa voix douce mais lourde d'un commandement absolu. Je crois que tu tiens mon fils. » Les officiers se sont figés. Le plus âgé, le même homme qui avait fréquenté Jamal, pâlit visiblement. « Monsieur, il y a eu un signalement de billets frauduleux, balbutia-t-il. David Harris n'a pas bronché. « Un rapport de qui ?» La porte entière pivota à l'unisson vers Karen. Elle était en train de scanner le billet d'un passager lorsque le nom l'a frappé comme un coup de tonnerre. La carte d'embarquement lui a glissé des doigts. Son visage vidé de sa couleur, son sourire narquois disparu, remplacé par une horreur aux yeux écarquillés. Il se tenait là, l'homme des bulletins d'information de l'entreprise, le nom sur chaque chèque de paie, le fondateur et PDG d'A100R. Et il la regardait droit dans les yeux. « Toi, » dit David, sa voix se transformant en un grognement bas et dangereux. « C'est vous qui avez fait ce rapport. » Les lèvres de Karen s'entr'ouvrirent sans bruit. Aucun mot n'est venu. Son monde entier et 15 années de service, l'amertume, le sentiment d'avoir droit à quelque chose s'est effondré en décombres autour de ses pieds. David Harris s'est tourné vers les officiers. « Je suis le PDG de cette compagnie aérienne. Ce billet a été acheté avec ma carte personnelle American Express Centurion. Le nom figurant sur cette carte est David Harris. Le nom figurant sur ce billet est Jamal Harris. C'est mon fils. » Sa voix était ferme, mortelle dans son calme. « Maintenant, retirez-lui immédiatement ses menottes. » Les officiers, le visage rouge de honte, tâtonnaient avec les clés, déverrouillant les menottes avec des mains tremblantes. Le cliquetis métallique lorsqu'ils touchèrent le sol était assourdissant. Jamal trébucha en avant et son père le rattrapa, l'enveloppant dans une étreinte féroce et protectrice, une main forte tenant l'arrière de la tête de son fils. David murmura des mots que seul Jamal pouvait entendre, l'apaisant, l'enracinant au milieu du chaos. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, les larmes de Jamal coulaient librement des sanglots silencieux de soulagement, la terreur quittant son corps en tremblement. Il était en sécurité. Son père était ici. Par-dessus l'épaule de son fils, les yeux de David se posèrent une fois de plus sur Karen. Le calme soigneusement mesuré avait disparu. Ce qui restait était une fureur froide et inébranlable. La fureur d'un homme qui avait bâti un empire sur le respect et la dignité, pour finalement découvrir que la pourriture s'est infiltrée en son sein. La fureur d'un père lésé. « Ne va nulle part, » dit David, sa voix désormais aussi tranchante qu'un rasoir. « On va avoir une conversation. Puis on va en avoir une autre avec tes supérieurs. Et je t'assure que tu auras tout le temps nécessaire pour réfléchir à tes choix. » Les passagers rassemblés, qui avaient été témoins silencieux du drame qui se déroulait, murmuraient maintenant à voix basse. Les téléphones ont été levés discrètement, enregistrant chaque seconde de ce renversement extraordinaire. L'histoire avait changé. Il ne s'agissait plus d'un criminel présumé. Il s'agissait d'abus de pouvoir, de justice renversée et de règlement de compte rendu. David Harris guida son fils loin de la porte, son bras comme une ancre ferme autour des épaules tremblantes de Jamal. « Sortons-toi d'ici, mon fils, dit-il doucement. On vous fera prendre le prochain vol. Ou on prendra le jet de la compagnie. Peu importe. L'important, c'est que vous soyez en sécurité. » Alors qu'il marchait, Jamal jeta un coup d'œil en arrière. Il vit Karen debout seule, exposée, son visage pâle, son corps tremblant au centre du hall. Les deux officiers s'éloignaient déjà d'elle, leurs regards soigneusement détournés. Le pouvoir qu'elle avait exercé si cruellement quelques minutes auparavant s'était évaporé, la laissant complètement et terriblement seule. Le roi était arrivé et le règne du bouffon était terminé. Les conséquences immédiates ne faisaient que commencer. Mais des graines de karma bien plus grandes et bien plus profondes avaient déjà été plantées. Dans le calme stérile et feutré du salon VIP, Jamal était assis sur un canapé en cuir doux, une bouteille d'eau intacte devant lui. Les tremblements dans ses mains s'étaient estompés, mais la douleur de l'injustice, de l'humiliation et de l'impuissance restait logée au plus profond de sa poitrine. C'était la douleur d'être considéré non pas comme une personne, mais comme un stéréotype, d'être jugé et condamné avant même d'avoir prononcé un seul mot. David Harris était assis à côté de lui, sans le bousculer, mais offrant une présence solide et réconfortante. Il avait déjà passé quelques coups de fil discrets et décisifs.
Le premier au chef du service de sécurité, le deuxième au chef de la police de l'aéroport, et le troisième au doyen du programme d'été du MIT, expliquant calmement que Jamal arriverait avec un jour de retard en raison d'un malheureux incident à l'aéroport. À chaque appel, la voix de David était calme, mesurée, mais imprégnée d'un ton d'acier indéniable. Il tourna alors toute son attention vers son fils. « Jamal » commença-t-il doucement, « regarde-moi. » Jamal leva la tête, les yeux rouges. « Ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas ta faute, » dit David, le regard ferme et inflexible. « Je veux que tu m'entendes et que tu me crois. La laideur que tu as subie venait d'elle, pas de toi. Tu comprends ?» Jamal hocha la tête, déglutissant difficilement. Elle m'a regardé comme si je n'étais rien, comme si j'étais de la terre sur sa chaussure. « Je sais » murmura David. Et pour la première fois, Jamal vit une faille dans le sang-froid de son père, une lueur de douleur paternelle et vive. Les gens comme elle portent en eux un poison. Et ils essaient de le répandre sur tout le monde. Mais tu ne peux pas te laisser souiller par lui. C'est son poison, pas le tien. Il s'est penché en avant. J'ai construit à 100 R sur un principe simple, chacun mérite de voyager dans la dignité. De la personne assise au dernier siège de la classe économique à celle assise en cabine A. Cette femme ne vous a pas seulement manqué de respect, elle a manqué de respect à tout ce que j'ai construit. Un coup à la porte les interrompit. Une femme, vêtue d'un élégant tailleur à 100 R, entra. C'était Elnar Vance, vice-présidente des opérations de la compagnie aérienne, réputée pour son efficacité redoutable. Son visage était sombre. « David, dit-elle d'un ton sérieux, nous avons récupéré toutes les images de surveillance du portail. Sous plusieurs angles. L'audio est d'une clarté irréprochable. Nous avons également les déclarations de 2 autres agents du portail qui ont assisté à l'interaction initiale. Et nous avons ceci. » Elle a placé une tablette sur la table. Le fil d'actualité des réseaux sociaux était déjà bourdonnant de publications en provenance de la porte 14. Un passager avait mis en ligne une vidéo, tremblante mais accablante. Elle commençait par le ricanement accusateur de Karen et se terminait par l'arrivée de David Harris. Le titre était explosif. A100 R procède à un profilage racial chez un adolescent et le menotte. Il s'avère que c'est le fils du PDG. La vidéo comptait déjà des dizaines de milliers de vues. Elle se multipliait et se répandait comme une traînée de poudre sur Internet. David observait en silence, son expression se durcissant à chaque image. Il vit la confusion de son fils se transformer en peur, son sourire poli se transformer en désespoir. Il entendit les paroles condescendantes et venimeuses de Karen. Il vit sa satisfaction béate lorsque les menottes furent mises. « Où est-elle maintenant » demanda David d'une voix dangereusement basse. « Karen Miller. Elle travaille dans un bureau de sécurité des RH, répondit Elnar. Elle a été placée en congé administratif sans solde avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête approfondie, conformément au protocole. Ce n'est pas une situation protocolaire, Elnar, dit David en se levant et en arpentant la pièce. C'est un incendie à 5 niveaux. Je veux un examen complet de son dossier professionnel, chaque recommandation, chaque plainte. Je veux savoir si elle a déjà été signalée pour ce genre de comportement. On s'en occupe déjà, lui assura Elnar. Les premières conclusions ne sont pas bonnes. 3 passagers ont déjà porté plainte contre elle ces 2 dernières années pour comportement grossier et non professionnel. 2 d'entre elles concernaient des passagers issus de minorités. Elles ont été traitées par la hiérarchie, un avertissement écrit, une formation obligatoire en ligne, rien de plus. David s'arrêta de marcher, les poings serrés à ses côtés. Ce poison fuit depuis des années, et nous avons continué à l'essuyer, en faisant comme si le récipient n'était pas fissuré. Il ne s'agit pas seulement d'un employé, Elnar. C'est un échec systémique. Nous avons échoué. Il regarda Jamal, son expression était un mélange de fureur et de regret. Nous l'avons laissé tomber. Il se tourna vers Elnar. L'enquête doit être rapide et transparente. Et les conséquences doivent être sévères. Je ne parle pas d'un licenciement discret. Je parle d'un message, un message qui sera entendu par chaque employé de cette compagnie aérienne. Cela ne sera pas toléré. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il répondit en mettant le haut-parleur. Voici David Harris. Monsieur Harris, ici le sergent Miller de la police de l'aéroport, lança une voix nerveuse dans le haut-parleur.
Je tenais à m'excuser personnellement pour la conduite de mon agent tout à l'heure. David l'interrompit. Vos excuses sont notées, sergent, mais ce n'est pas à moi que vous devez vous excuser. Vos agents, sous la seule direction de mon employé, ont détenu un mineur sans motif, l'ont humilié publiquement et ont manqué à leur devoir de diligence le plus élémentaire. Ils n'ont pas seulement commis une erreur, ils ont participé à un acte de discrimination flagrante. J'attends un rapport écrit complet sur mon bureau d'ici demain matin, détaillant les sanctions disciplinaires que vous prendrez. Il a raccroché sans attendre de réponse. Les conséquences immédiates ont été rapides. Karen a été suspendue. La police était en pleine intervention. Une crise d'entreprise éclatait en ligne. Mais ce n'était que le début. David Harris n'allait pas se contenter de licencier Karen Miller. Il allait faire d'elle un exemple. Il allait remonter le fil de cet incident et démêler toute la complaisance qui avait permis qu'il se produise. Pour Karen, perdre son emploi était sur le point de devenir le cadet de ses soucis. Le karma qui arrivait n'était pas seulement une tempête, c'était un ouragan de catégorie 5, et elle se tenait en plein centre du point zéro. Pour Karen Miller, les heures qui ont suivi l'incident se sont transformées en sueur froide et en panique croissante. La réunion des RH s'est déroulée de manière stérile et impersonnelle. Ils ont employé des termes comme « sans précédent »,« faute grave » et « violation des principes fondamentaux ». Ils lui ont confisqué son badge et l'ont escortée hors des locaux comme une vulgaire voleuse. Alors qu'elle traversait le parking des employés le même endroit contre lequel elle se plaignait depuis 15 ans, elle se sentait comme un fantôme. Son téléphone vibrait sans arrêt, submergé par les notifications d'amis, de famille et d'inconnus. L'histoire n'était plus seulement virale, c'était une nouvelle de dernière minute. Son visage, déformé par ce rictus suffisant et laid, était partout. Elle est arrivée chez elle dans sa petite maison de banlieue méticuleusement propre et a trouvé son mari, Marc, regardant les informations, le visage pâle. À l'écran, une analyste juridique discutait de la possibilité d'un procès massif contre Assange. Puis on a de nouveau montré sa photo. « Ils me font passer pour un monstre », murmura Karen en s'affalant sur le canapé. « Eh bien, qu'as-tu fait, Karen » demanda Marc d'une voix tendue. C'était un homme réservé, professeur d'histoire au lycée, toujours intimidé par l'assurance agressive de sa femme. « Ils disent que tu as menotté un enfant. »« Je ne l'ai pas menotté. C'est la police. Je suivais juste la procédure. » Il avait l'air suspect, insista TL, le mensonge ayant un goût de cendre dans sa bouche. Elle avait été si sûre d'elle, si juste sur le moment. Mais maintenant, à l'échelle nationale, ces actes ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, mesquins, empreints de préjugés et cruels. Le lendemain matin, le premier véritable coup de marteau retentit. Une lettre de licenciement officielle lui est parvenue par coursier. Mais c'est le deuxième paragraphe qui lui a glacé le sang. Le service juridique d'Assander l'a informé qu'en raison de la nature extraordinaire de sa faute et des dommages importants causés à la réputation de l'entreprise, ils exploraient des voies juridiques pour la tenir financièrement responsable d'une partie des dommages. En fait, ils se préparaient à la poursuivre en justice. La honte publique était implacable. Son nom et son adresse ont fuité en ligne. Des voitures ont commencé à passer lentement devant sa maison. Une pizza qu'elle n'avait pas commandée est arrivée. Puis une autre. Et encore une autre. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont devenus des chenaux de haine. Des internautes ont découvert le site web de l'école de son mari et ont commencé à l'inonder de messages, exigeant que le district scolaire prenne ses distances avec elle. Marc a été convoqué dans le bureau du directeur et on lui a dit qu'il serait peut-être préférable qu'il prenne quelques jours de congé jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Mais les choses ne se sont pas arrangées. Ils ont intensifié leur violence. L'enquête interne chez Assange, menée par la fureur glaciale de David Harris, s'est avérée d'une efficacité redoutable. L'équipe d'Eleanor Vance a exhumé les 2 plaintes précédentes, qui avaient été balayées d'un revers de main. Elle a interrogé les superviseurs qui avaient accordé une dispense à Karen. Ces superviseurs ont été immédiatement licenciés. Puis ils ont trouvé quelque chose de plus. Ils ont découvert un schéma récurrent, Karen utilisait ses avantages sociaux pour évincer les passagers non rémunérés, donnant souvent la priorité à ses amis et à sa famille au détriment de ses supérieurs. Il s'agissait d'un léger abus de pouvoir, mais qui s'inscrivait dans un contexte bien plus vaste de prétention. Le véritable rebondissement, celui qui a scellé le destin de Karen, est venu d'une source inattendue. Un jeune agent de sécurité subalterne, Ben, témoin de l'incident, avait été trop terrifié pour s'exprimer sur le moment.
rongé par la culpabilité après avoir vu la vidéo de l'humiliation de Jamal, il finit par se confier à Eleanor Vance. Sa voix tremblait. « Il y a autre chose, dit-il, les mains légèrement tremblantes. Karen, elle a appelé juste après avoir vu l'enfant, avant d'appeler la police. » « Qui a-t-elle appelé ?» demanda Eleanor en se penchant en avant, les yeux plissés. « Je ne sais pas. » « C'était sur son portable, » répondit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Mais j'ai entendu ce qu'elle a dit. » Elle riait, elle a dit, « Tu n'en croiras pas tes yeux. » L'un d'eux essaie de s'asseoir en première classe. Je vais lui donner une leçon. C'était la preuve irréfutable. Cela a prouvé la préméditation. Cela a prouvé la malveillance. Cela a transformé l'incident, passant d'un simple manque de jugement à un acte délibéré de harcèlement ciblé. Cette seule preuve a été le coup de grâce pour Karen Miller. Lorsque les avocats d'Assander lui ont présenté cette affaire et la menace imminente d'un procès de plusieurs millions de dollars, sa bravade a finalement volé en éclats. Elle était épuisée. Mais le karma, cependant, ne faisait que commencer à s'abattre sur elle. Le stress a commencé à se propager, détruisant tout ce qu'elle avait construit. Son mariage a commencé à être miné par l'anxiété constante, les craintes financières, la honte, c'était insupportable. Mark, un homme qui appréciait avant tout la paix et la tranquillité, n'en pouvait plus. Un soir, alors qu'elle pleurait sous la douche, il prépara silencieusement un sac. Il laissa un simple mot sur le comptoir de la cuisine. « Je ne peux pas vivre comme ça, Karen. Je ne sais même plus qui tu es. » En une semaine, elle était licenciée, publiquement humiliée, ruinée financièrement et abandonnée par son mari. Mais l'univers n'en avait pas fini avec elle. L'affaire avait attiré l'attention d'une organisation nationale de défense des droits civiques, qui s'était portée volontaire pour représenter la famille Harris. Elle ne se contentait pas de réclamer des dommages et intérêts à la compagnie aérienne, elle insistait également pour que le procureur engage des poursuites pénales contre Karen pour séquestration illégale et dépôt de fausses plaintes. La femme qui avait dit avec suffisance à Jamal, bon vol jusqu'à la réservation centrale, était désormais confrontée à la possibilité bien réelle de se retrouver elle-même là-bas. Elle avait perdu son emploi. Elle avait perdu sa réputation. Elle avait perdu son mariage. Et maintenant, elle était sur le point de perdre sa liberté. Le dur karma ne fut pas un coup unique et écrasant. Il fut une succession de vagues implacables et suffocantes, chacune l'entraînant toujours plus profondément dans l'abîme qu'elle avait si ardemment creusé pour Jamal. Il a été prouvé, avec une clarté brutale, que le poison que l'on déverse dans le monde finit par créer un déluge qui noie celui qui le déverse. La nouvelle selon laquelle le bureau du procureur de district portait plainte a provoqué une onde de choc dans les médias, ravivant l'affaire avec encore plus d'intensité. Karen Miller n'était plus seulement une Karen, issue d'une vidéo virale, elle était désormais une accusée. Son accusation officielle, avoir déposé une fausse plainte dans l'intention de tromper et de diffamer, un délit grave passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et d'une lourde amende. Pour Karen, qui s'était toujours considérée comme un pilier de la respectabilité tranquille et suburbaine, l'acte d'accusation a été le coup dévastateur final. Ses frais de justice s'accumulaient. La maison qu'elle partageait autrefois avec son mari et l'endroit où elle se sentait autrefois si sûre d'elle dut être vendu. Elle emménagea dans un immeuble exigu et déprimant près de l'autoroute, où le vrombissement incessant de la circulation devint la bande-son sinistre de sa nouvelle vie. Les quelques amis qui ne l'avaient pas encore abandonnée gardaient désormais leur distance, craignant d'être souillés par sa notoriété toxique. Elle était une île, isolée par les conséquences d'une seule décision haineuse. Le jour de sa comparution devant le tribunal n'a été rien de moins qu'un cirque médiatique. Alors qu'elle montait les marches du palais de justice, un foulard bon marché tiré sur sa tête dans une vaine tentative de se cacher, elle a été confrontée à un barrage de caméras, d'ampoules clignotantes et de questions criées. Dans le hall du tribunal, elle aperçut un reportage diffusé sur un écran. Il présentait une interview de David Harris. Il ne jubilait pas. Son visage était sombre. Sa voix était calme, ses paroles posées. Il n'a jamais été question de vengeance, a-t-il déclaré au journaliste. Il s'agit de responsabilité. Mon fils a eu de la chance. Il avait un père capable d'intervenir. Mais la question qui me tient éveillé la nuit est, qu'advient-il du jeune homme qui n'a pas de PDG pour père? Qui parle en son nom? Il continua, sa voix inébranlable. Cette action en justice est un message envoyé au nom de toutes les personnes qui ont été jugées sur la couleur de leur peau plutôt que sur leur personnalité. Chez Assander, et espérons-le bien au-delà,
nous le disons clairement, l'ère de la tolérance silencieuse face aux préjugés est révolue. Ces paroles ne lui étaient pas adressées. Mais elles la transpercèrent plus profondément que n'importe quelle insulte. Il avait transformé son acte de méchanceté, hideux et personnel, en catalyseur de changement. Il construisait quelque chose de bon à partir des décombres de la vie qu'elle avait tenté de détruire. Dans la salle d'audience, Karen gardait les yeux baissés. Elle évitait de regarder Jamal et son père, assis au premier rang. Elle a plaidé non coupable, sa voix à peine audible. La juge, une femme afro-américaine digne dont les yeux semblaient voir directement à travers les restes flétris de l'âme de Karen, était impitoyable. Mademoiselle Miller, commença la juge d'une voix emplie d'une autorité mesurée, vous étiez en position de confiance. Vous déteniez un faible pouvoir sur les gens dans un environnement stressant. Et vous avez choisi d'utiliser ce pouvoir comme une arme contre un enfant. Vous n'avez pas vu un passager. Vous avez vu une cible. Vous ne cherchiez pas à servir, mais à humilier. Les dommages que vous avez infligés n'ont pas seulement touché le jeune monsieur Harris, mais la structure même de notre société, qui lutte chaque jour pour surmonter le type de sectarisme désinvolte et réflexif dont vous avez fait preuve. La sentence a été prononcée rapidement et sans compassion, 30 jours de prison dans le comté, 2 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général à effectuer auprès d'une organisation de défense des droits civiques et l'inscription obligatoire à un programme intensif de gestion des préjugés raciaux et de la colère. Le marteau s'abattit comme le coup de hache d'un bourreau. Karen Miller, autrefois si sûre d'elle, allait aller en prison. Pendant ce temps, Jamal guérissait. Le voyage au MIT avait été un succès. Il avait excellé. Sa passion pour l'aérospatiale était restée intacte. En fait, cette épreuve avait forgé en lui une nouvelle force, une détermination plus profonde. Il est rentré chez lui non pas brisé, mais plus fort. Lui et son père ont eu de longues conversations, pas seulement à propos d'avions, mais aussi de responsabilité, de justice, du pouvoir silencieux et patient de créer le changement. Inspiré, David Harris a fait plus que licencier les employés concernés. Il a créé la fondation A100R pour l'équité et le voyage, une initiative de plusieurs millions de dollars finançant des bourses pour des étudiants défavorisés dans l'aviation et lançant une campagne nationale de lutte contre le profilage racial dans le secteur des services. La vidéo du calvaire de Jamal est devenue la pièce maîtresse du nouveau programme de formation obligatoire des employés de l'entreprise, une mémoire institutionnelle permanente de ce qui s'était passé à la porte 14. Le jour où Karen Miller s'est présentée à la prison du comté, échangeant son blazer contre une combinaison terne et mal ajustée, Jamal se tenait dans un hangar à côté de son père, contemplant un élégant jet privé. « Je leur ai demandé de le repeindre », dit doucement David en posant une main sur l'épaule de son fils. Sur la queue du jet, là où se trouvait autrefois le logo A100R, se trouvait désormais un nouveau symbole, une aile puissante abritant une aile plus petite. En dessous, inscrit en lettres audacieuses et fières, le nouveau nom de l'avion, le Jamal Harris. Jamal regarda l'avion puis son père, ses yeux brillants d'une fierté tranquille. L'humiliation à la porte semblait remonter à une éternité. La femme qui avait essayé de le punir n'avait, en fin de compte, fait que lui donner une raison supplémentaire de s'envoler. Karen a purgé sa peine de 30 jours. Elle en est ressortie une femme différente, non pas rachetée, mais brisée. Inemployable. Infâme. Complètement seule. Le dur karma n'avait pas consisté en un événement isolé. Il s'agissait d'un retournement de situation complet et dévastateur. Elle avait essayé de faire tomber un jeune homme du premier échelon de l'échelle qui menait à ses rêves et ce faisant, elle était tombée de son propre perchoir dans un gouffre dont elle ne se remettrait jamais. La boucle était bouclée. La balance de la justice, autrefois si brutalement penchée, avait enfin été rééquilibrée, avec une force à la fois dévastatrice et inébranlable. 4 ans plus tard. 4 ans peuvent passer comme une éternité, ou en un clin d'œil, selon le côté du miroir où l'on se trouve. Pour Jamal Harris, ces années ont été une période de croissance explosive et d'opportunités illimitées. Pour Karen Miller, il s'agissait d'une érosion lente et écrasante de l'âme. Jamal avait alors 21 ans, était en dernière année au MIT, son nom faisait déjà des vagues dans les cercles aérospatiaux, non pas à cause de son père, mais grâce à son propre travail brillant et innovant sur les systèmes de propulsion de drones. L'incident de Hartsfield-Jackson n'était plus une blessure à vif, mais une cicatrice ou une histoire qu'il racontait rarement, mais dont les leçons étaient profondément ancrées dans la trame de son caractère. Il était président de la section universitaire de la National Society of Black Engineers et mentor de la fondation A100R, le programme né de son humiliation. Il avait pris le poison destiné à le détruire et l'avait transformé en médicament,
non seulement pour lui-même, mais pour les autres. Il se comportait avec une confiance tranquille et inébranlable, tout le contraire de l'arrogance. Il avait vu le côté obscur des suppositions et des préjugés, et cela ne lui avait pas procuré d'amertume, mais une profonde empathie. Il était le fils de son père, non seulement par son amour du ciel, mais aussi par sa compréhension que le véritable pouvoir ne consiste pas à commander les autres, mais à les élever. Pour Karen Miller, le monde s'était réduit à la taille d'une cage. Après ces 30 jours de prison aux 30 jours de dégradation terrifiante et humiliante qui l'ont dépouillé des derniers vestiges fragiles de fierté où elle est retournée dans un monde qui n'avait pas de place pour elle. Le nom de Karen Miller était un fantôme numérique, gravé à jamais dans la honte virale. Chaque candidature se terminait par le même refus silencieux. Dès qu'une vérification des antécédents était effectuée, les portes se fermaient, poliment mais fermement. Elle avait été effacée, mais pas oubliée. Désormais, elle utilisait son nom de jeune fille, Catherine Noack. Elle avait perdu sa maison, son mari, sa carrière. Elle vivait dans un petit immeuble sans ascenseur, au 3e étage, dans une ville à 80 km d'Atlanta, un endroit où personne ne reconnaissait son visage et où personne ne se souciait d'y regarder à 2 fois. Sa vie était un cycle monotone d'anonymat et de désespoir silencieux. Le carré blond et net qui encadrait autrefois son visage avec une précision glaciale s'était estompé pour laisser place à un brun terne et terne qui effleurait ses épaules. Son visage portait les rides indélébiles d'une lassitude défensive, celle sculptée non par le temps, mais par une humiliation implacable. Elle passait ses nuits sous la lumière crue des néons, travaillant de nuit dans une station-service à arrêts multiples en bordure d'autoroute. 8 heures par nuit, bercée par l'odeur rance du café brûlé et le ronronnement mécanique de la machine à graniter. Ses clients étaient des routiers, des noctambules, des âmes agitées de passage. Aucun d'eux ne savait qui elle avait été. Aucun d'eux ne s'en souciait. Ils voulaient de l'essence, des cigarettes, de la caféine ou une pause dans leur voyage vers un ailleurs. Elle était devenue invisible. Et l'invisibilité était le seul réconfort qui lui restait. La colère, le feu qui la consumait autrefois, s'était depuis longtemps mué en un ressentiment aigre et mesquin. Dans les heures froides et vides précédant l'aube, elle ne repensait pas à ses actes avec remords, mais avec un sentiment de victimisation amère. Elle reprochait au garçon d'oser être en première classe. Elle reprochait à son père d'être puissant. Elle reprochait aux médias de l'avoir transformée en méchante. Dans son histoire, c'était elle qui avait été lésée. Elle était la victime d'une erreur exagérée. Les séances de thérapie imposées par le tribunal n'avaient été qu'un exercice morose de coche. Elle n'avait rien appris. Elle n'avait rien oublié. Puis, par une fraîche nuit d'automne, juste après 2 heures du matin, la cloche au-dessus de la porte a sonné. Un jeune homme est entré. Il était grand, athlétique, vêtu d'un sweatshirt du MIT et d'un jean décontracté. La douce lumière de son téléphone éclairait son visage tandis qu'il parlait. « Ouais, papa. La présentation s'est super bien passée. Non, ça ira. Je prends juste un café pour le reste du trajet. Je devrais être à la maison à 16 heures. Ok. Je t'aime aussi. » Il raccrocha et s'approcha du comptoir. C'était Jamal Harris. Il rentrait d'une conférence universitaire à Charlotte, en route pour passer le week-end avec son père. Karen se figea. Son cœur battait la chamade comme un oiseau pris au piège. Son souffle se bloqua dans sa gorge, ses poumons se glaçaient. C'était lui, le garçon. Non, l'homme désormais. Rayonnant, confiant, accompli, heureux. Tout ce qu'elle n'était pas. Il la regarda droit dans les yeux. Et rien. Aucune trace de reconnaissance. Aucun silence. Pour lui, elle n'était qu'une femme d'âge moyen, fatiguée, derrière un comptoir, au cœur de la nuit. Un fantôme. Juste un grand café noir, s'il vous plaît, dit-il d'une voix douce et polie. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se tournait vers la machine, l'esprit en proie à la panique. Ses pensées hurlaient, c'est lui. C'est lui. L'homme dont j'ai essayé de ruiner la vie. Et il ne me voit même pas. À cet instant, une évidence la frappa. C'était la forme ultime, la plus exquise de sa punition. Pas la prison. Pas l'humiliation publique. Non. C'était ça. Il se tenait là, sans nom, sans visage, servant du café à la personne même qu'elle croyait autrefois indigne de s'asseoir dans la même cabine qu'elle. C'était le renversement complet de leur position à un échec et mat karmique si dévastateur qu'il lui coupait l'air.
Elle posa le café sur le comptoir, les yeux fixés sur le stratifié usé. Ce sera 2,50 $, murmura-t-elle, retrouvant à peine sa voix. Jamal sortit son portefeuille et lui tendit un billet de 5 $ avec un sourire chaleureux. Gardez la monnaie, dit-il en prenant son café, en hochant la tête et en sortant. La cloche sonna doucement derrière lui tandis qu'il disparaissait dans la nuit. Elle resta figée, lourdement appuyée contre le comptoir, la facture toujours serrée dans sa main tremblante. Une larme brûlante traversa la crasse sur sa joue. Puis une autre. Et encore une autre. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de rage. D'apitoiement sur elle-même. Du poids insupportable de sa propre insignifiance qui pesait sur lui comme un linceul de fer. Elle avait autrefois tenté de le définir d'un seul regard haineux. Et maintenant, toute son existence se réduisait à une transaction fugace et dénuée de sens avec lui. Elle n'était rien. Un fantôme hantant les décombres de sa propre vie. Et lui, il volait vers le soleil. Alors que Jamal reprenait l'autoroute, sirotant son café, il ne prêta aucune attention au caissier de la station-service. Son esprit était ailleurs, son avenir, sa thèse, l'offre d'emploi de SpaceX, les possibilités infinies qui s'offraient à lui comme une piste d'atterrissage sans fin. 1 heure plus tard, il atterrissait dans le jet privé de son père, le Jamal Harris, dans un petit aéroport d'affaires près d'Atlanta. Alors qu'il roulait vers le hangar, un autre avion d'affaires d'Ascent Air attira son attention. Un groupe d'adolescents débarquait, discutant avec enthousiasme. Il s'agissait de la promotion des boursiers de cette année, venus en avion pour un week-end de retraite de mentorat. Il aperçut une jeune fille noire d'environ 14 ans, debout en haut des escaliers, contemplant le tarmac avec de grands yeux émerveillés comme lui autrefois. Un pilote s'agenouilla près d'elle, lui montrant quelque chose du doigt. Elle esquissa un sourire éclatant et radieux. Jamal regarda, et quelque chose de profond en lui se calma. Paix. À cet instant, il a compris la situation. La véritable réponse à un acte de haine n'est pas une punition équitable. C'est la création de quelque chose de plus grand. De durable. De bon. La chute de Karen Miller avait été spectaculaire, un exemple édifiant de karma. Mais son ascension, et celle de cette jeune fille sur le tarmac, fut la véritable victoire. Une victoire qui ne s'inscrit pas dans les gros titres des scandales et de la honte, mais dans l'ouverture silencieuse et régulière de des portes que d'autres avaient essayé de claquer. L'écho des menottes s'était depuis longtemps estompé. Seul subsistait le rugissement des réacteurs et l'horizon infini d'un nouveau départ. Le karma qui a frappé Karen Miller n'était pas seulement une force destructrice. C'était une force créatrice. Il a permis à son histoire et à celle de tant d'autres de véritablement commencer. Il avait été une victime. Il était devenu un symbole. Et maintenant, il n'était plus que Jamal, un jeune homme les yeux rivés sur les étoiles, éternellement reconnaissant envers son père qui lui avait appris non seulement à voler, mais aussi à naviguer dans les courants turbulents et injustes du monde d'en bas. Et ainsi, l'histoire de Jamal Harris et Karen Miller touche à sa fin tranquille. Un rappel brutal que nos actes, surtout ceux nés de préjugés et de haine, ont des conséquences imprévisibles. Karen n'a pas seulement perdu son emploi. Elle a perdu la vie qu'elle connaissait autrefois, anéantie par la même cruauté qu'elle avait infligée avec tant de désinvolture à un enfant. Il ne s'agissait pas seulement du fils d'un PDG. Il s'agissait du droit simple et inébranlable à la dignité, un droit qui appartient à chacun, quelles que soient ses origines et le prix de son billet. Qu'en pensez-vous? Ce karma était-il mérité? Trop dur? Ou était-ce la réponse parfaite à une profonde injustice? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne plus jamais manquer une histoire d'injustice, de rebondissements choquants et de karma puissant. Merci d'avoir regardé.